Bonsoir et bienvenue. Il y a parmi vous des Olim Khadashim peut-être? Dans combien de temps on est au Khadash? Non, je voulais savoir, il y a des Olim Khadashim parmi vous? Ben, écoutez, franchement, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que Manitou, justement, disait qu'il faut expliquer aux Olim Khadashim pourquoi ils sont venus. Et vous savez que expliquer aux Olim Khadashim pourquoi ils sont venus, c'est un travail de toute une vie, finalement. En fait, Manitou, c'est en quelque sorte le patrimoine des Juifs de France. Manitou, c'est au plan spirituel ce que les Juifs de France ont à apporter à la société israélienne. Et figurez-vous que la société israélienne, c'est assez curieux, commence à s'en apercevoir et à le comprendre. Et il y a 2 mois, par exemple, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Manitou, l'organisation sioniste mondiale a organisé un très grand événement avec 2500 personnes et des cours en hébreu, en français, etc. Donc vous voyez à quel point on va parler ici de quelqu'un qui était un géant, de quelqu'un qui était un génie. D'ailleurs, pour redonner vie à la communauté juive de France après la Shoah, il fallait vraiment avoir du talent et de l'esprit. Et c'est ce qu'avait Manitou. Alors, nous avons décidé, Matzliach, avec le président de la communauté Emouna Shelema qui vient d'arriver, Matzliach Tayeb, nous avons décidé de collaborer entre nous pour parler justement de Manitou. Et la vérité, c'est que c'est un grand plaisir pour nous de travailler ensemble pour quelque chose. Vous comprenez pourquoi c'est important pour la société israélienne. En fait, Manitou était porteur d'unité. Et être porteur d'unité, l'unité, c'est pas de la bouillie. Hein. C'est pas on mélange tout et on arrive à quelque chose. Non, 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 non. Il était issu d'une lignée de rabbins séfarades et il a appris la sagesse ashkénaze. Donc ça reste et ça reste. C'est pas qu'on mélange tout et on arrive à quelque chose d'autre. Non. Et ce que je voulais dire, c'est que pour parler de Manitou, nous avons ici un maître. Le Rav Eitan Fison. Il ne peut pas dire le contraire. Parce que comment Manitou définissait un maître? C'est simple. Un maître, c'est quelqu'un qui a un maître. Par hasard, par le plus grand des hasards, Eitan Fison a comme maître le Rav Uri Cherki, lequel, par le plus grand des hasards, avait pour maître Manitou. Donc vous voyez, nous sommes en bonne compagnie, nous savons de quoi nous allons parler, et franchement, si vous ne connaissez pas Manitou, je vous envie, vous allez découvrir un univers. Bonne étude. Ouh là là. Tov, ouh là là. Eh bien, Erev Tov, les Koulam. Erev Tov. Quoi vous dire? Quoi vous dire, Birchout, Arav, Birchout, la communauté, on va essayer ensemble d'ouvrir une étude qui m'honore énormément, qui me remplit d'émotions et vraiment, c'est un honneur très particulier parce que, voilà, comme tu l'as présenté, je n'ai pas eu la chance de connaître Manitou. Il est parti en 96 et en 96, j'avais, on va pas vous dire quel âge j'avais 11 ans, donc j'ai pas rencontré Manitou, mais effectivement, j'ai essayé de grandir dans la Torah par l'intermédiaire de mes maîtres qui, eux, et particulièrement le Rav Cherki, qui, eux, étaient les élèves de Manitou. Et donc, quelque part, eh bien, on a l'habitude de dire que Bnei Banim aiment que Banim, que les petits-enfants sont un peu comme les enfants, alors les petits élèves sont un peu comme les élèves. Et donc, on va essayer ensemble, durant toute cette année, eh bien, d'apprendre à découvrir cette Torah extraordinaire, la Torah de Manitou. Alors justement, si on parle de Torah, la première question qu'on doit se poser, c'est, attendez, on a parlé de maître, on a parlé qu'il fallait étudier chez un maître, alors venez, on arrête de l'appeler Manitou et on l'appelle le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Et en fait, c'est de cela qu'on va devoir parler. La grande question est de savoir, est-ce qu'on étudie la Torah du Rav Ashkenazi ou est-ce qu'on étudie la Torah de Manitou? Vous allez dire quelle différence? Eh bien, il y a une différence fondamentale. D'abord, il va falloir un tout petit peu, c'est notre première étude, donc il faut qu'on remette le contexte.
sinon c'est pas possible, sinon on ne comprendra pas sa Torah si on ne comprend pas dans quel contexte Manitou est arrivé. La biographie de Manitou est intéressante sans plus. Qu'est-ce que ça veut dire sans plus? Eh bien, ça veut dire que tu as des fois des personnages, et j'ai traité des personnages dans différents cours, il y a des personnages où, en, je ne sais pas, 70 ans de vie, il y a eu un événement à la minute. Et tu en as pour 4 heures, juste à raconter la biographie. Lui, il a fait ça l'année-là, il a fait ça l'année d'après, il a fait ça, lui, il a rencontré tel, il a... Manitou, en termes d'événements, il n'y en a pas eu tant que ça. Et en fait, la grandeur de Manitou n'est pas dans le fait de l'hyperactivité de ses déplacements, mais va être dans sa Torah. Mais quand même, on ne peut pas ne pas parler un tout petit peu de la chose. Et la première chose qu'il faut savoir sur Manitou, c'est qu'il était séfarade. Alors, je vais essayer de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais c'est vrai qu'il s'appelle quand même Ashkenazi. Donc ça veut dire qu'il était séfarade. Oui, s'il s'appelle Ashkenazi, c'est que quelque part, la famille venait d'Ashkenaz, mais c'était il y a très très longtemps. Pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'il est le fils du Rav David Ashkenazi. Bon, d'accord. Et alors? Eh bien, le Rav David Ashkenazi était le premier et le dernier grand rabbin d'Algérie séfarade. Pas que d'Oran, d'Algérie, mais séfarade. Parce qu'avant lui, tous les grands rabbins d'Algérie, depuis que la France était la patronne là-bas, étaient Ashkenaz. Ben oui, ils étaient mis en place par le consistoire, puisque c'était la France. Et au consistoire, il n'y avait pas beaucoup de séfarades. Donc, mais non, le Rav David Ashkenazi était séfarade. Et il puisait donc sa Torah dans toute la tradition du Beth HaMidrash séfarade tel qu'on le connaît. Et donc, si on veut comprendre d'abord qui est Manitou, eh bien c'est quelqu'un qui a grandi dans le Beth HaMidrash de Chachmei Sfarad. Quand je dis Chachmei Sfarad, je ne parle pas du tout de Edot HaMizrach. Je ne parle pas du tout de cette sagesse qui venait de Bagdad, comme on peut avoir chez le Ben Ishraï, comme on a pu avoir chez le Rav Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu. C'est un autre Beth HaMidrash, le Beth HaMidrash d'Afrique du Nord. C'est un vrai Beth HaMidrash. Et c'est un Beth HaMidrash qui a une particularité qu'on va retrouver chez Manitou tout le temps, c'est qu'il n'existe pas, entre guillemets, il n'existe pas de Kodesh Vechol. Akol Kodesh. Il y avait un homme qui a rencontré Manitou. Ils étaient plus ou moins de la même génération. Il s'appelait le Rav Moshe Bochko. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Moshe Bochko. Donc ils se sont rencontrés et il raconte qu'il a appris une chose de Manitou, c'est que la yeshiva à Montreux, on n'étudiait pas seulement le Kodesh, mais on étudiait aussi des matières chol pour les enfants, pour les plus jeunes. Et quand on lui demandait, eh bien, il répondait ce que Manitou lui avait enseigné, qu'il n'y a pas de matière chol. Que tout est Kodesh, tout est un moyen de dévoiler le Kodesh, tout est un moyen de dévoiler Akadosh Baruch. En d'autres termes, eh bien, la chokhma du Beth HaMidrash de Yehudé Sfarad, nord-africain, c'est que tout est bon pour dévoiler Akadosh Baruch. Donc on n'aura pas du tout d'étonnement quand on verra Manitou à l'université, quand on verra Manitou étudier des choses qui sont extérieures au Beth HaMidrash, parce que pour lui c'est un autre moyen pour dévoiler Akadosh Baruch. Sa jeunesse, c'est sa jeunesse. À 21 ans, on est en 1943. Qui dit 1943 dit forcément Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il est engagé en relais de force dans la Légion étrangère. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et il sera blessé durant la guerre. Quelque part, c'est sa chance, puisque en tant que blessé, il sera démobilisé, mais toujours dans la Légion étrangère, ancien combattant. Et donc, il ne sera pas déportable. Lorsque Vichy va demander la déportation des Juifs d'Algérie, lui n'est pas déportable parce qu'il est dans la Légion étrangère. Il est dans l'armée française. Et donc, quelque part, c'est ça qui va le sauver. Et à la fin de la guerre, il part à Paris. Et lorsqu'il part à Paris, eh bien, il fait une rencontre qui va évidemment l'emmener dans un chemin. Il fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Castor Soucieux. Enfin, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Robert Gamzon. Et il va rentrer au Zéhi. Il va rentrer au Zéhi. Alors pourquoi je dis Castor Soucieux? Parce qu'au Zéhi, on a l'habitude de donner des noms de totems aux gens qui s'impliquent dans le mouvement de manière voilà, forte. Eh bien, le Rav Ashkenazi va très vite recevoir le nom Manitou. Voilà, son nom Manitou, ça vient des Zéhi. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire Manitou, on va essayer de voir ensemble.
Quoi qu'il en soit, très vite, Robert Gamzon décide de créer, nous sommes dans l'après-guerre, dans la France de l'après-guerre, et la France de l'après-guerre veut recréer non seulement un Beth Midrash pour le judaïsme, mais également un centre de la sagesse. Et donc d'abord, on va essayer de créer des leaders futurs du peuple juif. On va créer l'école d'Orsay. Au début, Manitou vient en tant qu'élève, mais il ne restera élève à l'école d'Orsay que 1 an, puisque finalement, Robert Gamzon lui demande de devenir maître à l'école d'Orsay au bout d'1 an. Ben oui, parce que tout le monde a compris à qui on avait affaire, et donc c'est parti. Avec cette école d'Orsay, il va faire des voyages en Israël, il va emmener ces jeunes à la rencontre de ce peuple juif qui est en train de revenir à la vie, et c'est là qu'il va rencontrer celui qui deviendra plus tard un de ses grands maîtres, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Mais on n'y est pas encore. En France, il décide avec 2 autres compères de créer ce qu'ils vont appeler la grande école de pensée juive de Paris. Ici, c'est Paris, c'est eux qui ont inventé le slogan. La grande école de pensée juive de Paris. C'est qui les 3 compères? Donc on a dit Manitou. L'autre s'appelle André Neher et le 3e Emmanuel Lévinas. Quand on dit les 3 phrases, les 3 mots, les 3 prénoms, noms de famille dans la même phrase, tu sais que ça va envoyer du lourd. Et effectivement, personne ne comprend ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils parlent entre eux. Ils parlent entre eux parce que personne n'arrive à arriver au niveau. Et Manitou expliquera pourquoi. Il dit parce qu'il y a des gens qui veulent essayer de comprendre Lévinas tout seul. Il y a des gens qui veulent essayer de comprendre André Neher tout seul. Il y a des gens qui veulent essayer de comprendre ce que je dis tout seul. Ça ne marchera pas. Et on va voir pourquoi ça ne marchera pas. Parce que, de son point de vue, et tu l'as dit, la notion d'unité se fait également au niveau de la chokhma. Il faut faire l'unité des valeurs au niveau de l'apprentissage et de l'étude. Et il disait qu'il faut réunir la chokhma et la bina par le dat. Chokhma, bina, vedat. Et il expliquait que Lévinas, c'était la chokhma, que André Neher, qui a passé toute sa vie à nous expliquer la différence entre le peuple juif et pas le peuple juif, c'était la bina, et que lui, il était le dat qui était Mechaber Bené, qui faisait le lien entre les deux. Top, nounou. Après la guerre des 6 jours, Manitou part. Ça y est, il réalise son rêve. Le rêve de réaliser sa Torah. Il part en Israël. Mais attendez, il a étudié que chez son papa. Il avait des maîtres, non? On a dit le Rav Yehuda deviendra son maître en Israël. Mais qui étaient ces maîtres qui l'ont fait grandir? Il avait 2 maîtres, 2 grands maîtres. Un Ashkenaz et un Séfarad. Qui était son maître Ashkenaz, qui l'a fait rentrer dans ce qu'on appelle Marshevet Israël, dans la Torah du Maharal de Prague particulièrement. C'était un homme qu'on appelait Yaakov Gordin, Jacob Gordon. Et son maître Séfarad, c'est pas clair, puisque c'était Monsieur Chouchani. Et Monsieur Chouchani, c'est pas clair qui c'était. Le fait est que Yaakov Gordin, il a été à 10 cours de lui, c'est tout. Et que Monsieur Chouchani était... Enfin, c'était pas l'amour fou entre les deux. Mais la raison est très simple. Monsieur Chouchani était quelqu'un qui n'avait aucun cadre. C'était un esprit qui partait dans tous les sens. Et Manitou, avant d'être Manitou, était le Rav Ashkenazi. Il avait quand même le cadre du Beth Midrash. Et donc c'est normal qu'il y avait des frictions. Yaakov Gordin lui a donné le cadre un peu trop cadré des Ashkenazim. Mais finalement, il part en Israël, et c'est là que tout son enseignement prend une nouvelle tournure. Parce qu'il y a une grande question, et cette question, en fait, je me la suis posée. Et on me l'a posée, et à juste titre. Manitou est quelqu'un de très particulier parce qu'il a une Torah fantastique, mais elle est Béalpé. Il n'y a pas de livre de Manitou. Alors aujourd'hui, il y a plein de livres, mais ce n'est pas lui qui les a écrits. C'est quand même très rare d'avoir un rave où toute sa Torah, elle est Béalpé. Mais en même temps, c'est toute sa maout. Tout son idéal, c'est Torah chez Béalpé. Le problème, il est que, alors, très bien, c'est Béalpé, mais alors de quel P? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit étudier Manitou en hébreu ou est-ce qu'on doit étudier Manitou en français? 80% de ces enseignements, dans les faits, concrètement, ça a été dit en français. Et pourtant, si on veut comprendre Manitou, il faut étudier en hébreu. Pourquoi? On va le faire nous en français, on n'a pas le choix. Mais des fois, on mettra un peu d'hébreu. Pourquoi est-ce qu'il faut étudier Manitou en hébreu? C'est quoi le grand combat de Manitou? Et là, maintenant, on va commencer à rentrer, sans parler trop de biographie,
On a fini un petit peu la biographie. Alors on a dit, il partira en 1996, il recevra en 1991 le prix de la Knesset pour l'œuvre d'une vie. Une vie qui mérite d'être copiée. Il a fait. Et très récemment, juste avant le Covid, eh bien, enfin, il y a eu une rue au nom de Manitou à Roma, et ce n'était que justice que de donner le nom de Manitou à une rue à Jérusalem. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il va falloir qu'on commence à rentrer dans les grands thèmes qui sont la Torah de Manitou. Aujourd'hui, on va présenter les grands thèmes de la Torah de Manitou, et au fur et à mesure de l'année, eh bien, on va étudier ces grands thèmes de la Torah de Manitou. D'accord? Alors, de quoi on parle? J'ai posé la question, est-ce que Manitou c'est en hébreu ou c'est en français? D'où vient la question? La question vient du fait que quand vous écoutez Manitou en hébreu et en français, c'est pas le même. Pourtant, ils disent la même chose, mais le langage n'est absolument pas le même. Pourquoi? Toute la Torah de Manitou et son combat va être comment est-ce qu'on transmet Masoret Avot, la bannie. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus simple que le père y transmette à son fils. Oui, mais le problème, c'est lorsque les banim n'ont plus les mêmes kélim, n'ont plus le même langage que les avot, comment est-ce qu'on peut transmettre? Et c'est ça le grand problème de Manitou. Quand il arrive en Israël, il a commencé à enseigner, et les Israéliens n'ont pas accroché. Aujourd'hui, ça accroche. Mais à l'époque, pourquoi ça n'a pas accroché? Les gens disaient, ils ne parlent pas bien l'hébreu. Vous connaissez ces rabbins qui ont un accent à couper au couteau? Manitou parlait parfaitement l'hébreu, sans aucune faute de grammaire. Mais Manitou parlait très très mal l'israélien. Ben oui, parce que son hébreu lui vient du Beth Midrash, lui vient de la tradition ancestrale de ses ancêtres. Il n'avait pas du tout les codes, le slang, la façon, les bitouïm, les expressions de l'hébreu moderne. Et donc, lorsqu'il voulait parler de choses, il utilisait des termes que l'israélien ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que pourtant c'était des termes en hébreu simples, mais c'était un hébreu qui n'était plus utilisé. Quand on parle de Yichud Amidot, ça ne veut rien dire pour l'israélien, Yichud Amidot. Qu'est-ce que l'israélien va dire? Il va nous parler de Achdut Ha'arachim, ou en français, l'unité des valeurs. Vous savez comment il disait ça en hébreu, en français, Manitou? L'unité des valeurs. C'est-à-dire que lorsqu'il parle en français, il utilise la sagesse française de l'après-guerre et tout le langage un peu pédant et philosophique. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'il a grandi. Et le français qu'il écoute, le juif de France qui écoute, lorsqu'on l'entend parler avec des mots très très élevés, ça fait sérieux. Seulement ces mots élevés, philosophiques, Manitou ne les connaît pas en hébreu. Parce qu'en hébreu, lui, il utilise les mots de la tradition juive. Et donc, tout le travail va être comment est-ce qu'on transmet à la nouvelle génération un langage qu'elle ne comprend pas. Et ça, c'est le travail de Manitou. C'est-à-dire, Masoret Avot, la bannie. On va voir, on va essayer de comprendre comment on le fait. Rotaï, le deuxième grand cheval de bataille de Manitou, c'est que vous connaissez le concept de Yeridat Adorot. Que petit à petit, les générations se succèdent et s'amoindrissent. Mana Asot, im kol hakavod, avec tout le respect qu'on a pour, je ne sais pas moi, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo c'est Gadol, mais ce n'est pas le Rambam. D'ailleurs, même halachiquement parlant, un Rishon, il ne peut pas être Rolek, un Acharon, il ne peut pas être Rolek sur un Rishon. Et avec tout le respect qu'on a pour le Rambam, le Rambam, ce n'est pas les Géonim. Et avec tout le respect qu'on a pour les Géonim, ce n'est pas les Amoraïm du Talmud. Et avec tout le respect qu'on a pour eux, ce n'est pas Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, ce n'est pas les Nevi'im. Yeridat Adorot. Manitou vient et nous explique que certes, il y a eu Yeridat Adorot, mais que c'est fini. Yeridat Adorot a pris fin. Et nous sommes maintenant dans Aliyat Adorot, dans l'élévation des générations.
Ce n'est pas seulement ce qu'on a toujours dit. On a toujours dit qu'on est des nains sur des épaules de géants. L'image est très belle. C'est-à-dire que, évidemment que je suis infiniment plus petit que le Rambam. Mais j'ai un truc que le Rambam n'avait pas. Je connais aussi le commentaire du Rambam. Ah, je suis évidemment moins grand que les deux, bien sûr. Mais je suis un nain sur les épaules et du Rambam et du Rambam. Donc quelque part, au final, je suis plus grand. Mais c'est pas de ça qu'il parle Manitou. C'est que non, Aliyat Adorot. Est-ce que ça veut dire que les individus vont devenir plus intelligents ou plus rachamim? Non. Peut-être, mais c'est pas de ça qu'on parle. La question n'est pas de savoir, quand on parle de Yeridat Adorot ou de Aliyat Adorot, la question n'est pas de savoir si les individus vont être plus Talmidei Chachamim ou moins Talmidei Chachamim. Parce que la question n'est pas de savoir s'il y a plus de Sechel, mais la question est de savoir s'il y a plus de Neshama. Or, prenons deux identités vivantes. L'une s'appelle un embryon, un fœtus, qui est en fin de gestation, qui est la veille de la naissance, et l'autre, c'est le bébé une fois qu'il est né. On est tous d'accord que le fœtus dans le ventre de sa mère, pendant 9 mois, il s'est développé. Et ce développement, il était fondamental pour lui, tout va bien. On est tous d'accord aussi que le bébé, une fois qu'il est né, il va aussi continuer à se développer. C'est pas fini, il n'a pas atteint son plein potentiel. Mais je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'il y a une différence maoutite, qu'il y a une différence intrinsèque et fondamentale entre le moment où il est fœtus et le moment où il est bébé. D'accord ? Au niveau de ce qu'il est dans son essence, c'est pas la même chose une fois qu'il est né, même s'il a encore à progresser, que lorsqu'il était encore en gestation. Eh bien, pour Manitou, il en va de même pour le peuple juif. Le peuple juif, à partir du moment où l'État d'Israël a été créé, il a rené. Et donc, il est fondamentalement différent du peuple juif qui était à Vilna ou à Oran. C'est pas seulement qu'on est plus ou moins intelligent. Maoutit, c'est différent. Et donc, on parle de Aliyat Adorot parce que la Neshama est plus grande. Et elle est d'autant plus grande. Il y avait un autre rabbin que Manitou connaissait. Alors, si Manitou est pour nous le plus grand Algérien qui ait jamais vécu, je sais pas, chacun il va donner ses notes après. Je vais pas, je m'engage sur une pente glissante. Parce que je sais pas si je vous demande quel est le plus grand Marocain qui a jamais vécu. Alors, c'est pas à toi que je vais demander, mais s'il y a des Marocains dans la salle, je ne sais pas. Est-ce qu'on, hein? Baba Saleh, Rabbi Shalom Messas, je veux pas. On en dit au moins 2 comme ça. Hein? Toi? Allez? Hein? Awachaim Akadosh? Non? Rabbi Chaim Pinto? On fait la liste. Et si je demande quel est le plus grand Tunisien qui a jamais vécu? Hein? Ouais. Rabbi Moshe Khalfana Cohen. Hein? Qui? Je pas entendu? Dis-moi. Rabbi Chai Tayeb Lomet? Nous? La malo? Alors après, chacun il va donner. Moi j'ai une préférence. Bon, vous allez me dire, c'est parce qu'il s'habillait comme un Ashkenaz, ça doit être pour ça. Mais j'ai une préférence pour celui qui est pour moi le plus grand Tunisien de tous les temps, le Rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Meir Yehuda Getz, qui était le Rosh Yeshivat Amekoubalim Betel, qui était le Rav du Kotel. Bon, ça va, c'est pas n'importe qui. Hein? Getz. C'est Getz. Non, mais je t'invite à aller voir mon cours sur le Rav Getz sur ma chaîne YouTube. Bekitsour, le Rav Getz, lui, il a expliqué quelle était cette Aliyat Aneshamot. Il dit que la Gemara dans Tanit nous explique qu'il y a un serment que Dieu a fait prêter au monde et à lui-même. Il dit Lo avol Yerushalayim shel mala ad she'avol Yerushalayim shel mata. C'est-à-dire, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que moi, à Israël, ne rentrerons pas dans la Jérusalem d'en bas. Et le Rav Getz a expliqué que la Jérusalem d'en bas, c'est votre Gal, c'est pas chou, c'est Jérusalem. C'est le Mashbir, c'est la Rakevet Akala, c'est le Kotel, tout ça c'est la Jérusalem d'en bas. Enfin, le Mazé Yerushalayim Shel Mal, c'est quoi la Jérusalem d'en haut? Le Rav Getz expliquait que ce Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des Neshamot.
les Neshamot qui sont propices pour dévoiler la névoie, la prophétie. Et Dieu a arrêté de donner ces Neshamot depuis la destruction du premier temple. Et donc, dès qu'on est revenu dans la Jérusalem d'en bas, après la guerre des 6 jours, Dieu recommence à donner ces Neshamot-là. Vous comprenez donc qu'il s'agit de Neshamot qui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Donc, on parle de Aliyat Adorot et plus de Yeridat Adorot. On ne puise plus notre lien avec Dieu du passé, mais on la puise de l'avenir. Ça va ? Ça peut être aussi des individus. Ça peut être aussi des individus. Le Rav Tzvi Udakou qui disait quand il voyait les jeunes étudier au Roth, il pleurait. Il disait qui aurait cru à l'époque de mon père que des jeunes comme ça arriveraient à comprendre ce qu'il dit. C'est et au niveau du klal et au niveau du prat. Il y a une différence fondamentale dans la puissance de la neshama entre maintenant et avant. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, donc c'est un problème parce que le langage d'une neshama qui a ressuscité au niveau national, sur sa terre, ben, c'est pas le même langage que quand elle était enfermée en Lituanie, en Pologne, en France ou ailleurs. Ça donc ça c'est le deuxième grand combat, Aliyat Adorot. Après il y a, et tout est lié, hein, vous aurez bien compris, un autre grand pôle de la Torah de Manitou, et ça on va passer beaucoup de semaines dessus, c'est est-ce qu'on peut étudier le Tanakh? Est-ce qu'on peut étudier la Bible? C'est pas une vraie question, la réponse est oui, évidemment. Mais est-ce qu'on peut regarder la Bible comme on peut regarder une Gemara? Et je voudrais que vous compreniez que l'étude du Tanakh, c'est l'étude la plus difficile de toute la bibliothèque juive. Il n'y a pas d'étude plus difficile que l'étude du Tanakh dans tous les livres du judaïsme. Pas au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, il y a certains versets du Tanakh qui sont très faciles à comprendre. Au niveau intellectuel, par contre, il y a des commentateurs du Talmud qui aiment se prendre la tête tout seul. Et plus tu les étudies, plus tu es considéré comme étant un grand Talmid Racham. Ça dit. C'est pas pour ça que je dis que c'est le plus dur. Quand on étudie le Talmud, la Gemara, je suis, moi, l'étudiant de mon Daf Yomi dans Masechet Ketubot, je suis dans le même monde que Ravina et Rav Ashi, ceux qui ont rédigé le Talmud. Je suis dans le même monde. Alors évidemment qu'ils sont infiniment plus intelligents que moi, et ils comprendront vachement mieux que moi, mais j'utilise le même ustensile pour comprendre le texte, et cet outil, ça s'appelle ma tête. Le Tanakh, je ne peux pas le comprendre, pas parce que je suis bête, pas parce qu'il est dur à comprendre, pas parce que les mots, je ne les utilise plus depuis 2000 ans. Ça, il suffit de faire un peu de recherche et je retrouverai la valeur des mots. Mais c'est parce que le monde du Tanakh est fondamentalement pas le mien. Qu'est-ce qui a changé? La présence divine. C'est tout. La présence divine. Est-ce qu'il y a Dieu qui est palpable dans ce monde ou est-ce que Dieu n'est pas palpable dans ce monde? Le monde du Tanakh n'a absolument pas les mêmes codes que le nôtre, n'a absolument pas les mêmes outils pour dévoiler Dieu que le nôtre, n'a pas du tout les mêmes enjeux, n'a pas du tout les mêmes défis. Aujourd'hui, il est impensable qu'un rabbin, quel que soit, on ne va pas donner des noms parce qu'après vous allez... mais prenez n'importe quel rabbin que vous aimez bien dans vos têtes, il est impensable qu'un rabbin aujourd'hui fasse de l'idolâtrie. C'est complètement fou. Un vadaïlo. Par contre, c'est possible que pendant le kidouche du Shabbat, il choliot que le rabbin qui est assis avec sa communauté, particulièrement en période d'élection, il choliot que le rabbin il entend du lachon hara sur un autre candidat qu'on ne veut pas voter pour lui et qu'il n'a pas fait comme ça. C'est possible, ça peut être entendu. Alors qu'à l'époque du Tanakh, c'est tout l'inverse. À l'époque du Tanakh, un homme comme Shlomo Amelech, qui est Navi, prophète, Dieu lui a parlé, eh bien il va quand même faire d'idolâtrie. Alors que Achav, Melech Israël, qui obède Avodah Zara à la Méhadrin, nous dit Chazal que dans son royaume, Mamlechet Israël, personne ne dit de la Shonara. Ça n'existe pas la Shonara. Parce qu'on sait quelle est la valeur de la parole à l'époque du Tanakh, puisque Dieu parle. Aujourd'hui, on ne sait pas. Dieu ne parle plus. Donc vous comprenez que
essayer d'étudier le Tanakh, c'est terriblement dur. Pourquoi? Pas par la cause des mots, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quelle est l'ambiance générale? Quand on dit David ve Bathsheba, l'histoire de David ve Bathsheba, est-ce qu'on peut vraisemblablement la comprendre simplement en mode MeToo d'il y a 3000 ans? Ou alors, quand Chazal ils te disent qu'elle s'appelle Bathsheba parce qu'elle était pour David Misheva Diemé Bereshit, elle est fille des 7 jours de la création, et que David c'est ce qu'il a vu, le roi HaKodesh. Donc on est dans deux mondes différents. Donc pour Manitou, il faut redonner à la Torah, au Tanakh, à la Bible, sa véritable valeur, la valeur de la prophétie. C'est-à-dire, évidemment, on n'a plus de névoie. Donc pour pouvoir atteindre cette dimension-là et comprendre quelque chose, et bien pour ça, on a besoin, de manière chaude et faite, de manière tout le temps, dans toute étude, de ce qui est le vestige de la prophétie. Ça aussi, ça va être un grand enseignement de Manitou, c'est que Torah ta Kabbalah, ce n'est pas une autre façon d'étudier la Torah. C'est la Torah. Vous allez me dire quoi? Tout le monde peut étudier la Kabbalah, on se calme. On a l'habitude de parler de Pardes. Ron, Pshat, Remez, Drash, Sod. Pour Manitou, il ne faut pas étudier Pardes. Il faut étudier Sfarad. C'est-à-dire Sod, Pshat, Remez, Vedrash. C'est-à-dire, à la lumière du Sod, tu vas pouvoir comprendre le Pshat, le Remez et le Drash. Pourquoi le Sod? Parce que c'est les vestiges de la prophétie. Tu regardes avec les yeux de ceux qui ont hérité des dernières bribes de névoie, de prophétie. Mais attention, à ce moment-là, ce n'est pas une Kabbalah comme on va voir la Kabbalah du Harizal, qui est quelque chose qui est d'une profondeur fondamentale, mais justement qui se détache de Torah Taniglé. Pour Manitou, et c'est ce qu'il retrouvera d'ailleurs chez le Rav Tzvi Yaakov, c'est built-in, ça fait partie de l'enseignement du quotidien. C'est une Kabbalah normale. Pachout normale. Et ça, c'est un des grands combats de Manitou, redevenir normal. Vous connaissez ces punchlines, il y avait beaucoup de punchlines Manitou, des fois trop. J'avoue que j'ai dit à mes parents que je faisais un cours sur, qu'on allait lancer un cours sur Manitou. C'est pas la première fois que je parle de Manitou. Mes parents ont toujours du mal quand je parle de Manitou. Beaucoup de mal. Pourquoi ils ont beaucoup de mal? Parce que quand ils étaient au CI, ils ont été baignés par Manitou, des histoires. Donc un jour, ils ont décidé de le faire venir dans la communauté de Metz. Et il est venu. Et il est venu, je ne sais pas, moi j'étais, voilà, mais c'était à la fin de sa vie. Et je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a dû faire du Manitou. C'est-à-dire qu'il n'a pas dû mâcher ses mots. Il a dû clairement dire les choses et il a dû leur dire concrètement, de manière assez crue, qu'il faut partir. Il faut venir en Israël. Autant vous dire que la communauté n'a pas fortement apprécié le message. Et donc, à chaque fois que je parle de Manitou, les parents disent « Ouais, mais quand même, quand il était à Metz, c'était compliqué. Hein » Je dis « Non, ça n'a. » Redevenir normal. Donc, c'est quoi ces punchlines? On les connaît. Quand on demandait à Manitou « Qu'est-ce qui vaut mieux ?» Regarde, c'est ce qu'on va demander à toute l'équipe de Srugot. À chaque fois que tu as une équipe à Sruga qui va en France, il y a forcément un mec avec un chapeau qui lui dit « Non, mais d'accord, mais 2 secondes. Vaut mieux quoi? Vaut mieux être froum. C'est comme ça qu'on parle. Vaut mieux être froum à Paris ou vaut mieux faire des grillades sur la plage à Tel Aviv pendant qu'il bourre? La réponse de Manitou, on ne peut pas être normal. On ne peut pas être froum à Tel Aviv. Ça ne rentre pas dans la case. Donc, Chazara est la normalité. Bon, tout ça c'est bien beau, mais tout ça passe, et on vient de le dire, par une sortie de l'exil. Manitou, sa Torah est basée sur la sortie de l'exil. Comme on sort d'exil, alors on peut remettre en marche tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Et quand est-ce qu'il prend véritablement conscience que Am Israël sort d'exil? Comme d'habitude, vous savez, il y a une phrase en hébreu qui dit « Ein ba'alagan makir babalagan ». En hébreu de la Gemara, c'est « En chavush matir atzmo mibet ha'asurim ».
Ça veut dire que quand tu es dans un processus, tu n'arrives pas forcément à voir le processus. À Paris, il y a un homme qui est de passage. Manitou est déjà connu en tant que philosophe, en tant que grand penseur juif. Et il y a un homme qui demande à le rencontrer. Cet homme, il s'appelle le Dalai Lama. Et il demande à rencontrer Manitou. Donc il va le rencontrer. Et le Dalai Lama a une question à lui poser. Il dit voilà, enchanté. Vous, Am Israël, vous sortez de votre exil là maintenant. Nous, les Tibétains, nous rentrons dans notre exil. Et je voudrais vous demander quel est le secret pour survivre à l'exil. Et Manitou a pris conscience à ce moment-là que Bémet, on était sorti d'exil. Et que donc il a dit, si celui qui représente la spiritualité de l'Inde, Hodou, vient prendre conscience et me faire prendre conscience de ma nouvelle réalité, c'est le moment de Hodou, l'Hachem Kitov, qui le Olam Chasdou. Et ça fait référence à ce qu'on dit dans le Shira Ma'alot, qu'on dit les Ashkenazim avant le Birkat Hamazon. Ken Shira Ma'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion. Alors nous on était quoi? Aïnou, Kecholmim, on n'y croit pas, on est en train de rêver. Ah, nous, on n'arrive pas à se rendre compte. Az, Yomru, Bagoïm. Les Goïm, ils vont dire, il dit Hachem, là, sentiment. Dieu, il a fait des trucs de fou avec eux. Ah, si les Goïm, ils disent, Abdemet, il dit Hachem, là, sentiment, Az, Aïnou, Smechi. C'est-à-dire, des fois, on a besoin de ce regard de l'extérieur pour nous faire comprendre qu'on fait partie de quelque chose de grand. Et donc, cette dimension de la sortie de l'exil, c'est le point de départ qui permet à la Torah de Manitou de se réaliser. En vérité, Manitou n'aurait pas pu être Manitou s'il était né 50 ans plus tôt. S'il était né 50 ans plus tôt, sa Torah n'aurait pas pu se dévoiler. Parce que la Torah de Manitou, par excellence, c'est une Torah de Géoula. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des grands points de Manitou. Savoir quel est le sujet du moment. Savoir reconnaître le défi de maintenant, le dialogue de maintenant. Rav Cherki m'a raconté que quand il avait 11 ans, Manitou est arrivé chez eux, à la maison, chez les Cherki. Et il a dit à son père, le père de Rav, il lui a dit, on vient de terminer une session d'études avec mes élèves, ça fait 7 ans qu'on étudie le Maharal de Prague, et maintenant on va ouvrir une étude sur Rabbi Nachman de Breslav, l'écoutez-moi. Et le Rav Cherki, du haut de ses 11 ans, me dit qu'il lui a posé la question, il a dit, Ma Kesher. Quel rapport? Et Manitou a répondu, parce que Adarshav, Zaya Azman Shel Maharal, et Arshav, Zezmano Shel Moharal. C'était l'époque du Maharal jusqu'à maintenant, et maintenant c'est l'époque de Rabbi Nachman de Breslav. C'est quoi, c'est l'époque? Les deux, ils ont écrit à Khasra, il y a 400 ans, à 300 ans. Nickel, c'est maintenant qu'on a besoin de ces réponses-là. Alors quel est le grand défi? Alors quel est le grand défi auquel Manitou doit faire face et auquel sa Torah doit faire face? Nous sommes dans la deuxième moitié du XXe siècle, les amis. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une nouvelle école de pensée philosophique. La destruction de la Deuxième Guerre mondiale a amené les gens à se dire que peut-être que finalement, rien n'avait d'importance. Tout ce qu'on croyait être des schémas bien déterminés de qu'est-ce qu'il faut pas, machin, peut-être que finalement tout est à remettre en cause. Et va se lever une école de pensée qui s'appelle la philosophie de l'absurde. La philosophie de l'absurde, ça vient dire en français que rien n'a d'importance. Un de ses représentants, c'était Jean-Paul Sartre. Un de ses représentants en Israël, c'était le professeur Ishayahu Lebovitch. Comment ça s'appelle dans Massoret Avot, la philosophie de l'absurde? Ça n'existait pas à l'époque du Tanakh, la philosophie de l'absurde. Il n'y avait pas ce mot-là, philosophie de l'absurde. Il n'y avait pas. Alors comment ça s'appelle? Exactement. C'est la Letzanout. Alors Letzanout, c'est pas les clowns. Letzanout, c'est des clowns en hébreu moderne. Aval la Letz. Le Letz, c'est celui qui dit Shum davar lo chashuv. Et on peut le voir dans Tehillim. Le premier Tehillim fait référence à 4 personnes. Chon, Ashrei Haish. C'est Tehillim. She'alach.
il y a 4 personnes. Il y a le tzaddik, il y a le Racha, il y a le Chata, ou Bemoshav Letzim, Lo Yasha. Il y a le Letz. Les 3 premiers, ils ont une takana. Le tzaddik, bon, il n'a pas de takana, il est tzaddik. Le Racha, il a un système de valeurs, seulement ce n'est pas celui du tzaddik. Donc on peut le corriger. Le Chata, il a un système de valeurs, c'est le même que celui du tzaddik, seulement il s'est planté. Donc c'est aussi corrigeable. La lettre, celui qui dit que rien n'a d'importance, qu'il n'y a pas de valeur, et c'était le grand leitmotiv de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien Manitou se bat contre ça. Pourquoi? Parce que oui, il y a une importance aux actions. Oui, tu peux influencer le monde par tes actions en bien ou en mal. Et oui, dans une réalité où Am Israël a retrouvé une dimension nationale, eh bien, a fortiori, les actions ont de l'importance. C'est-à-dire, Azimkar, si on a dit tout ça, alors il ne nous reste plus qu'à dire la chose. Quand on rentre dans la Torah de Manitou, c'est sérieux. C'est quoi c'est sérieux? C'est-à-dire que quand on va étudier la Torah de Manitou, elle est basée sur les sources. Les sources ne sont pas seulement une asmarta be'alma. Je suis désolé d'utiliser le terme du Beth Midrash. Mais je vais vous donner un exemple aujourd'hui d'un ennemi de Manitou. Il ne sait même pas qui est Manitou et il ne sait pas qui est l'ennemi de Manitou. Il est Hamoud, il est tzaddik. Je suis avec un groupe là en ce moment, un groupe de jeunes. Et il y a un jeune, 24 ans, religieux, qui étudie à l'université en France, qui ne le sait pas, mais il est complètement opposé à la Torah de Manitou. Pourquoi? Parce que pour lui, quand tu viens lui expliquer un truc, et que tu t'es pas fait une trituration intellectuelle juste pour le kiff, tu lui as dit, Aval Katouf, va Torah, le verset. Tu te dis, 15, c'est Asmarta Be'alma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, bon, d'accord, le verset il a dit ça, c'est pas pour ça que. Et dans la Torah de Manitou, ça n'existe pas. Les Mekorot, c'est Birtzinut. Il faut donner aux sources toute leur importance. Quand il y a marqué un truc dans la Torah, c'est Mechayev. Rav Tzvi Yehuda Kouk, on a dit, ils étaient très liés. Le Rav Tzvi Yehuda, un jour, il a répondu, vous savez, il y a un homme dans la Shoah qui était totalement opposé au sionisme, qui s'appelait le Rav Elchanan Wasserman. Shem Inkom Namo, Rav Elchanan Wasserman, il a eu l'opportunité de partir aux États-Unis avant que les Allemands arrivent. Sa communauté voulait qu'il parte, il a dit pas du tout, moi je reste avec ma communauté. Et lui et toute sa communauté ont été massacrés. Mais avant que les nazis arrivent, il était fondamentalement opposé au sionisme. Il a écrit un livre qui s'appelle Kovetz Ma'amarim. Et là-bas, il marque à quel point il n'est pas d'accord. Et une des choses qu'il dit, c'est il n'y a pas de raison de partir. Arrête, Agalut lo irsira mimenu davar. L'exil ne nous a fait aucun mal, ne nous a fait aucun manque. Le Rav Tzvi Yehuda a écrit une annotation dans le livre et il dit on peut avoir toutes les svarot du monde, on peut avoir toutes les idéologies du monde, alors rien ne peut remplacer un verset. Et il y a marqué dans la Torah Ve'achla etrem eretz oivechem. Et la terre de vos ennemis va vous bouffer. La galoute, c'est clair. Tu peux la tourner dans tous les sens que tu veux. Non, mais on a un rôle à jouer. Non, mais il y a des choses à faire là-bas. Non, mais d'accord. Mais Katouv, que c'est pas bien. Donc, c'est pas bien. C'est ça? À Mekorot, c'est Bertzinut. Bon, alors Bertzinut, mais pas trop. Enfin, si, à fond. Mais pas. Il faut que les Mekorot, elles soient Bertzinut. Pas que le Rav, il soit Bertzinut. Oui, parce que ça, c'était un des grands combats de Manitou. Il y avait une phrase très forte. Rav, chez l'autre Sochek, ou l'Oretzin. En français, un rabbin qui n'a pas le sens de l'humour, il n'est pas sérieux. Parce que l'humour est fondamental pour comprendre la Torah, / la Torah de Manitou. Pourquoi? Tu ne peux pas rire quand tu vois ce monde. Parce que ce monde, il n'est pas drôle. Alors comment tu peux te permettre de rire? Que quand tu t'attaches à l'avenir. C'est qui le premier qui rigole? Rabbi Akiva, bien avant. Hein? Yitzhak. Nahon, Sarah quand?
Quand on lui annonce qu'il va y avoir Yitzhak. C'est un Neshama shel Yitzhak yoredet ba'olam, ze medagdeg ota, alors il rigole. Yitzhak, d'ailleurs, il s'appelle au futur. Ou Yitzhak. C'est-à-dire que celui qui rigole, c'est parce qu'il s'attache à quelque chose de Hatidi. Et donc la Torah, si elle puise, comme on a dit maintenant, sa force dans l'avenir, alors elle est obligée de rigoler. Et c'est pour ça que les Chachamim, dans le Talmud, ils commençaient leur étude par Milta Dibdichuta, par une blague. Pas pour détendre l'atmosphère, au contraire, pour mettre les gens dans le sérieux de l'étude. Donc on va commencer par quelque chose qui est Milta Dibdichuta. Tov, avec tout ce qu'on a dit, c'est qui Manitou alors? Qu'est-ce que ça veut dire Manitou? Hein? Grand chef indien? C'est pas ça que ça veut dire. D'ailleurs, le Manitou en général, c'est pas lui le chef. Il y avait le chef avec plein de plumes, et puis tu avais le Manitou, le grand Manitou, le grand sage. Manitou, ça veut dire littéralement grand esprit. Comme on dit en hébreu aujourd'hui, Aruach HaGedolah. Le grand esprit, c'est pas qu'il était plus intelligent que les autres, il était plus intelligent que la moyenne, mais c'est pas ça. C'est qu'on veut maintenant un esprit grand, qui n'a pas peur de la grandeur. L'un des plus grands dommages de l'exil, c'est l'idéalisation de la petitesse et la peur de la grandeur. Qui pachad verachav levaver. Quand tu pars en exil, tu as peur de grandir. Et on peut le comprendre. Parce que lorsque tu grandis à l'extérieur du Beth Midrash, tu vas chez les goïms. Tu vas t'assimiler. C'est caché meurtre. Donc en exil, on a été obligé de s'enfermer, également d'enfermer notre Torah dans un carcan qui était là pour la préserver. Quand Yehoshua et Kalev, grand chidouche de Manitou, quand Yehoshua et Kalev, ils sont envoyés pour être les Meraglim de la terre d'Israël. Vous connaissez l'histoire? Yehoshua, Kalev, vous connaissez l'histoire? Les Meraglim. Alors il y a eu la première version des Meraglim, ça s'est pas bien passé. Il y a une deuxième version des Meraglim. C'est quand Yehoshua il est maintenant au contrôle, aux manettes, et il envoie de nouveau Kalev, avec Pinchas avec lui, pour concrètement, ça y est, maintenant on va... Et où est-ce qu'ils vont? À Yericho, mais où exactement? Ah, chez qui? La prostituée, c'est pas ça qui m'intéresse. Ils vont chez une femme qui s'appelle Rachav. Il faut maintenant les archives. Il faut grandir. C'est ça l'idée. Il va falloir grandir. Et toute la Torah de Manitou, ça va être de nous permettre de grandir. De devenir les banim qui prennent Torah Tavot. Le Rav Ashlag, Manitou puisait beaucoup de la Torah du Rav Ashlag, celui qui a écrit le commentaire du Soulam à la Zohar. Le Rav Ashlag, il dit quelque chose de très très bizarre et surtout qui a l'air d'être complètement faux pour Manitou. Il disait que le jour de la mort de quelqu'un, eh bien la paracha dans laquelle il meurt, c'est la paracha, le contenu de la paracha, si la personne est morte dans cette paracha-là, c'est qu'elle n'avait rien à apporter comme chidouche par rapport à cette paracha. Le problème, c'est que quand on se pose la question, alors c'est quand le Yortzeit, c'est quand la Iloula de Manitou, c'est en plein milieu de la paracha de l'Ech Lecha. C'est-à-dire, s'il y a bien une paracha qui a été toute la Torah de Manitou, c'est la paracha de l'Ech Lecha. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav Ashlag? Que si tu meurs, t'as pas de chidouche? Eh bien, vous savez quoi? C'est Bémet, d'accord? Ein shum chidouche dans la Torah de Manitou. Et c'est ça l'enseignement le plus important de Manitou. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Manitou lui-même a dit au Rav Cherki, En shum chidouche betorati. Je ne fais que continuer la Torah qui m'a été transmise de génération en génération, bemasoret avot, elle appelle. Il n'y a aucun chidouche dans la Torah de Manitou, c'est juste qu'on a oublié de l'étudier comme ça pendant 2000 ans. Mais c'est pas lui qui l'a inventé. Lui, il a tout simplement continué la tradition qui vient de Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, nous avons la chance
et l'honneur de pouvoir participer, pas à dévoiler quelque chose de nouveau, mais à nous réapproprier quelque chose qui est en nous. Et je termine ce cours d'introduction. On a pas mal de sujets à aborder pendant l'année, vous allez voir, en profondeur. Et je termine sur une petite anecdote très personnelle. Je n'ai pas grandi dans la Torah, tout le monde le sait. Et quand je suis arrivé à la yeshiva, je voulais apprendre. Et donc, un des premiers cours que j'ai eu, c'était avec le Rav Cherki, qui a commencé le livre de Bereshit, avec l'enseignement de Manitou. Et au bout du 3e cours, c'était fantastique parce que j'étais le seul qui venait d'un milieu pas religieux. Tous les autres jeunes francophones qui étaient là-bas, ils étaient tous en école juive, ils étaient tous plus ou moins religieux. Je n'ai pas dit qu'ils étaient des grands amis des Chachamim, mais plus ou moins religieux. Et je me souviens que, ceux qui connaissent l'enseignement du Rav Cherki, quelque chose qui est assez peu conventionnel. Du moins, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et particulièrement quand il enseigne le livre de Bereshit. Je me rappelle que tous les religieux, ils étaient choqués par ce que le Rav Cherki disait. Parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient entendu à l'école. Et moi, comme je n'avais pas entendu à l'école, ça me paraissait tellement, ça sonnait tellement juste, ça sonnait tellement vrai, que je lui ai demandé. J'ai dit, comment ça se fait que ça sonne vrai et que les gens qui ont étudié la Torah, ça sonne faux chez eux. Ils rigolent à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ils disent, ah, et il faut que vous leur expliquiez 3 heures avec 27 mécorotes que c'est ça. Mais moi, ça sonne juste. Alors, je ne les connais pas, les mécorotes. Maintenant, j'apprends. Mais ça sonne juste. Et il m'a répondu, hein, parce que eux, ils ont étudié la Torah de Galut. Et que Manitou, ils nous enseignent la Torah de la Géoula. Il n'est pas le seul, évidemment, on étudie le Rav Kook ensemble, bien sûr. Mais Manitou, il a quelque chose que le Rav Kook n'avait pas. Manitou, il a grandi en France. Et le fait qu'il ait grandi en France dans la culture occidentale fait qu'il a pu traduire, alors d'abord en français, mais si vous regardez aujourd'hui les livres de Manitou, les livres de la Torah de Manitou qui sont écrits par ses élèves, le langage qui est utilisé, c'est un langage philosophique. C'est plus le langage avec lequel Manitou parlait en hébreu. Aujourd'hui, les livres de Manitou sont écrits en israélite. Ils ne sont pas écrits en ivrite. Ils sont écrits en israélite. En israélite de haut niveau. Et on va utiliser des mots comme philosophiata absurde. Ça va être dans le livre. Manitou, grâce à sa formation en France, a pu traduire dans la langue, on va dire universelle, dans le langage de la Chochma Klélite, l'enseignement de la Torah. Aujourd'hui, cette Chochma Klélite, eh bien, elle est l'apanage de tout le monde. Et c'est donc avec elle qu'il va falloir expliquer ces enseignements. Je termine en disant que Manitou nous expliquait que la transmission, au fur et à mesure des générations, ne peut pas être la même en fonction de la génération, on l'a dit. Que lorsqu'on fait face à l'idolâtrie, on a besoin de la Torah de Moshe. Lorsque l'idolâtrie s'arrête quelque peu parce que la présence divine est partie et que les différentes spiritualités des Goïm deviennent des spiritualités qui sont plus tournées vers le mysticisme, vers quelque chose qui est théorique mais qui n'est plus dans la réalité de l'expérience, alors on a besoin de toute la Torah du Sefer HaZohar qui vient nous expliquer comment est-ce qu'on traduit de manière théorique quelque chose qui a été vécu avant. Que lorsque le monde va s'intéresser à une Torah à une réalité qui flirte avec l'univers, avec la grandeur, eh bien on amènera la Torah du Harizal. Lorsque l'humanité veut se retrouver vers lui-même, parce que c'est trop grand de partir dans l'univers, alors on veut trouver l'existentialisme de l'individu, alors il y aura la Torah du Baal Shem Tov. Lorsque... Oui, justement, c'est quoi l'influence de la Chassidoute par rapport à la pensée de Manitou? La Chassidoute, c'est la traduction des secrets de la Torah au niveau de l'individu. Okay. Il y a eu un moment où c'était fondamental. Donc il faut passer par là aussi. Okay. Et c'est quoi l'originalité de Manitou par rapport à ça? Non, c'est pas l'originalité par rapport à ça. Au moment où le Baal Shem Tov est arrivé, c'est ça qu'il fallait.
C'est ça le truc qu'il fallait. Mais puis à un moment donné, les hommes, ils se sont dit, ça suffit plus, moi tout seul, j'ai besoin de m'attacher à ma nation. Donc on a envoyé le Rav Kook pour parler du nationalisme face à la Torah. Manitou arrive au moment où on parle de la reconstruction, pas seulement des nations, mais des nations par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que lorsque, juste avant de mourir, le Rav Jackie m'a dit de Mimakor Rishon, il a demandé sur son lit de mort à Manitou, alors c'est quoi maintenant la prochaine étape? Et Manitou a dit qu'on avait fini avec Yaakov, qu'on était en passe de terminer Israël, et qu'il fallait maintenant se commencer à s'occuper de Yeshurun, c'est-à-dire d'avoir un message pour le monde entier. C'est la prochaine étape. On n'a pas encore terminé Israël, donc il faut finir d'abord Israël, avant de pouvoir véritablement prendre notre message, mais c'est évidemment que c'est ça, le grand chidouche, la grande, pas nouveauté, mais le grand apport de ce grand esprit qu'était Manitou. Donc à la question de savoir est-ce que c'est Manitou ou est-ce que c'est le Rav Yehuda Léon Ashkenazi qu'on va étudier ensemble cette année. Et en termes de support, je ne vais pas vous dire que chaque cours ça va être un thème différent, parce que des fois il nous faudra plusieurs cours pour étudier un thème. Donc des fois on utilisera tel ou tel support qui sont tel ou tel texte, des fois tel ou tel texte. Le but c'est que cette année on rentre en profondeur dans tous les sujets qu'on a évoqués ici, qui forment cette Torah Gedola. Est-ce que c'est Manitou ou le Rav Ashkenazi? Eh bien, j'aime beaucoup l'appellation d'un des membres de ma synagogue, qui s'appelle Tzion, qui est israélien, qui a grandi à Petar Tikva, qui n'a jamais entendu parler de Manitou avant qu'il arrive dans ma synagogue, et qu'il m'entende citer Manitou tout le temps. Il dit c'est qui? Et il a dit Tov, donne-moi un Dvar Torah du Rav Manitou. Alors je pense que c'est peut-être la meilleure appellation. Ce ne sera pas le Rav Ashkenazi, ce ne sera pas Manitou, ce sera Harav Manitou, de Bezrat Hashem. Et Naaseh V'Natzliach.